Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième session du webinaire Goemio, Si on imaginait demain, le périmètre de l'expérience, où nous allons parler aujourd'hui de prêt à livrer, prêt à emporter, prêt à manger, click and collect avec Akram Benalal, Victor Mercier et David Toutain. Alors aujourd'hui, pour animer tout cela, vous avez Jacques Bally, moi-même, et Marc Esquiré, qui est le chef enquêteur et le rédacteur en chef de Goemio. Si on imaginait ensemble l'art de vivre de demain, l'idée pour nous était de créer en 12 thématiques la réflexion que nous devions mener tous ensemble pour essayer de comprendre ce que serait le restaurant et l'art de vivre et le concept de loisirs, de hub de restauration, de plaisir culinaire, avec ce grand chamboulement que nous vivons aujourd'hui et qui est le Covid. Cette thématique-là vont se poursuivre après. Elles vont se poursuivre à travers différents sujets. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, dans notre univers, le nouveau périmètre de l'expérience, on réagit à un certain nombre de chefs et des chefs les plus actifs et les plus dynamiques du secteur. Alors, qu'appelle-t-on le nouveau périmètre de l'expérience? Le restaurant, un hub gastronomique. Le sujet était de comprendre ce que nous allions retrouver en termes de delivery, de prêt-à-manger, de prêt-à-cuire, de chef à domicile, tous ces univers où initialement on pensait que le restaurant c'était un nombre de places assises et on notait l'expérience, en tout cas on découvrait l'expérience du chef à travers la place assise. Eh bien non, on découvre aujourd'hui qu'il y a plein d'expériences différentes et nouvelles, et ces expériences différentes et nouvelles, eh ben c'est l'occasion avec les chefs d'en parler. Alors sachez que très prochainement, nous interviendrons sur d'autres sujets comme la convivialité, le service en salle, la vertu, le côté vertueux d'une entreprise et d'un restaurant, ou la fidélité à l'égard d'un chef ou à l'égard de ses clients. Mais aujourd'hui, et en premier lieu, nous sommes sur l'expérience, les nouvelles expériences au restaurant. Et pour cela, mon cher Marc, on a la chance d'avoir avec nous trois intervenants dynamiques, ambitieux et qui ont énormément fait bouger le secteur depuis quelques semaines. Effectivement, qui sont tous les trois très emblématiques de notre sujet, puisque le périmètre du restaurant, ils ont toujours songé finalement à l'agrandir et à pousser les murs. Je vais commencer dans l'ordre alphabétique par Akram, qu'on connaît maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. On a toujours eu, bonjour Akram, on a toujours eu du mal à le suivre parce qu'il va tellement vite et il est tellement partout et avec toujours des nouvelles idées que c'est un bonheur à chaque fois de le retrouver. On l'a connu au fin fond de la Tourelle, là où Gobi l'a trouvé un soir. C'était 15 ans, ça. Et il y a 15 ans. Et puis, on essaie de pas le lâcher. Mais Akram, il a une caractéristique, c'est qu'il voit clair et il voit devant lui. Et il a inventé tout un tas de concepts. Il est arrivé à Paris il y a combien de temps maintenant? 8 ans. Il y a 10 ans. Ouais, 10 ans déjà. Ouais. Avec plusieurs concepts, plusieurs restaurants. Et avec rien en poche. Plein d'idées. Et il en a toujours autant. Et bon, aujourd'hui, c'est un chef 4 top dans son restaurant gastronomique, mais ce n'est pas seulement pour ça qu'il est invité aujourd'hui, c'est parce qu'il va justement nous éclairer sur le restaurant de demain. Victor Mercier, jeune génération, lui aussi plein d'idées et une idée forte. Son restaurant qui s'appelle Fief, ça veut dire fait ici en France. Il affirme son parti pris. Il veut travailler avec des producteurs, des produits locaux. Il défend l'approvisionnement de proximité. Il est déjà à 2 tocs, Emilio, dès le lancement de son restaurant. Et on lui voit évidemment un grand avenir et il a sûrement beaucoup de choses à nous dire sur la façon dont il voit le restaurant de demain qui ne ressemblera peut-être pas au restaurant d'aujourd'hui. Enfin, David Toutain. Lui aussi, on le connaît depuis un moment. On le connaît, on sait qu'il est passé chez Marvera. On sait qu'on l'a nous découvert quand il était période Agapé. Et puis, il a fait son chemin aussi. Il a 4 tocs Goemio depuis
5 ans maintenant, 4 ans, 5 ans. Et puis, c'est un chef à la fois plein de potentiel, plein d'avenir, plein de talent, mais lui aussi, il se remet chaque jour en question. Il a peut-être été, lui, précurseur aussi d'une certaine forme de cuisine nature et il a su l'imposer à Paris. Il va avoir aussi beaucoup de choses à nous dire. Alors, écoutez, avant de lancer les questions, je positionne un petit peu le débat avant qu'on pose la première question à chacun d'entre vous. L'idée, c'est de dire que la crise que nous traversons a été brutale, inattendue, quasiment tragique pour certains d'entre nous. Mais ça a été finalement une formidable occasion de nous réinventer, de vous réinventer et de nous amener bien plus loin dans le parcours consommateur. Alors, il ne s'agissait pas à ce moment-là de penser petit ou d'offrir un peu moins bien, mais en fait, il s'agissait de faire du restaurant et il s'agit de faire du restaurant un hub gastronomique d'où partirait et où convergeraient en gros toutes les nouvelles expériences gastronomiques. Le prêt-à-cuire, le prêt-à-manger, le servi à table, le livré à domicile, la mini-épicerie à domicile, le cours de cuisine, en passant par le chef à domicile. Toutes ces nouvelles expériences qui sont rendues possibles maintenant, ou du moins qui ont été activées maintenant. Alors, transformer en épicentre du vivant, le restaurant devient en fait un formateur de talent, un révélateur de biodiversité, un collecteur d'histoire, un conservateur de produits d'exception, c'est très important parce qu'on va y revenir à ce produit d'exception. Bref, un marché à taille humaine, c'est très important pour nous, Goemio, et on attend que les chefs en parlent, qui s'adresse à tous les épicuriens qui ont une envie de goût et de saveur. Alors, vous avouerez qu'il s'agit d'une perspective plus réjouissante de parler de tout ça que de parler de gel hydroalcoolique et de vitres en plexiglas. Alors, messieurs les chefs, je vous laisse entre les questions expertes de Marc Esqueré. Alors, Akram, pour vous, l'expérience au restaurant transposée à la maison implique-t-elle une modification tarifaire et une évolution qualitative dans l'assiette? Autrement dit, est-ce que le fait d'avoir des plats à la maison, ça dénature pas un peu l'assiette du restaurant? Alors, bon, c'est une très bonne question parce que quand quand j'ai décidé de vouloir faire de la livraison à domicile, c'était ces questions-là justement que je me suis posées. En sachant que pour nous, la livraison à domicile, c'est tout nouveau. On découvre ça. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait pas. Si on m'aurait dit il y a 6 mois en arrière que j'allais faire de la livraison, j'aurais dit, mais pas du tout, j'aurais pas cru. Ce qui s'est passé finalement, c'est que avant qu'on lance le projet, on s'est dit, voilà, moi je m'étais dit, le fait d'être confiné chez moi pendant un mois, ça m'a appris d'abord à connaître chez moi parce que je suis jamais chez moi. Donc là, j'ai découvert que j'avais une cuisine et puis comment être à la maison midi et soir, se nourrir midi et soir, et quels étaient les moyens. Donc j'ai regardé autour de moi. Alors souvent les personnes se font de la livraison à domicile par différents moyens numériques. Et c'est vrai que toute cette approche, je dirais, du premium n'existait pas. Je me suis posé la question, j'ai interrogé des amis à moi qui sont dans la livraison depuis pas mal d'années, qui ont monté des groupes et tout ça, parce que c'est aussi utile d'avoir leur expérience, leur retour. Et il est vrai que ce qu'on fait au restaurant, c'est pas tout à fait transportable chez soi à la maison. Je crois que l'expérience, elle n'est pas la même. En revanche, de donner une vraie identité assez forte en se mettant à la place, en fait, j'essaie de mieux comprendre ce que les gens veulent chez eux à la maison. Et moi, je le vois bien, c'est-à-dire que quand je suis chez moi à la maison, on a envie des plats, bien évidemment, souvent qui se partagent, des plats qui soient faciles à exécuter. C'est-à-dire que quand ça arrive chez nous, on n'a pas envie de s'embêter à faire 36 manipulations. On réchauffe, on sert au milieu de la table. Et alors après, si on veut une expérience encore plus aboutie, encore plus profonde, alors là, je dirais que ce serait presque du chef à domicile, c'est-à-dire d'amener le restaurant chez le client. Donc là, on est sur totalement un autre concept dans le concept. Mais d'avoir les deux, je crois certainement que ça peut
effectivement cohabiter ensemble. Et l'expérience, et j'en ai fait, je l'ai vécu pas plus tard que dimanche dernier pour un de mes clients, pour l'anniversaire de son fils. Il voulait qu'on soit là pour lui faire le déjeuner. Il m'a dit, pour moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Alors, parce que c'était un contexte, il était chez lui à la maison, donc il pouvait, on a dressé une table, on a fait vraiment comme si c'était un restaurant. Et du coup, il a eu en quelque sorte ce privilège de se sentir, bah oui, exclusif finalement, parce qu'on était là. Et donc, ça rentre dans ce que j'appelle le côté expérience client où on amène le restaurant chez nos clients. Après, pour la modification tarifaire, oui, bien sûr, parce que forcément, dans nos restaurants, on sait qu'on a des coûts fixes. On sait combien on a besoin de personnes pour faire tourner un restaurant 7 jours sur 7. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut absolument, je suis convaincu qu'il faut s'adapter à chaque situation. C'est-à-dire que vivre aujourd'hui, pour l'instant, tant qu'on ne sait pas, on est dans l'inconnu total. Donc, je préfère me dire, voilà, je manage les choses un peu au jour le jour. Si je dois modifier les choses, eh ben, on trouve toujours des solutions. Toute mon équipe et moi-même, on est vraiment mobilisés à 2000% là-dessus. Ils sont au courant, ils attendent que ça, c'est de revenir au travail. Mais aussi, en même temps, je leur ai expliqué dès le départ qu'il y allait avoir effectivement des modifications de notre travail en n'étant pas fermé que sur un truc. Il fallait maintenant voir beaucoup plus large. Et on est bien content de voir que ben, ça aboutit à de belles choses. On a de très, très bons retours. Et je crains que le fait qu'il y ait cette livraison, cela va s'inscrire dans le temps. La numérisation aussi, ça va devenir absolument fondamental par rapport à ce que nous faisons quand on est chef. Forcément, les gens ne vous demandent même plus. Enfin, aujourd'hui, ils savent que vous travaillez des produits de qualité. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais surtout, c'est d'avoir une application qui puisse regrouper tous ces talents-là qui peuvent être distribués demain à beaucoup de clients qui cherchent justement de la livraison à domicile de restaurants de qualité. Alors justement, Voilà. c'est un peu la question suivante. Donc, tu vas Ouais. aussi pouvoir y participer parce que la question suivante, elle s'adresse à Victor. Pour vous, l'expérience au restaurant transposée à la maison est-elle installée dans nos modes de vie? Nous sommes-nous dans une réalité conjoncturelle qui disparaîtra dans quelques semaines après la réouverture des restaurants? Alors, Akram, je pense, a déjà en partie répondu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va durer? Est-ce que justement le restaurant va changer complètement de modèle pour aller vers ce hub gastronomique dont parlait Jacques? Eh bien, je ne sais pas. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, effectivement, quand on regarde un peu le passé, c'est que quand il y a quelque chose qui devient en quelque sorte normalisé, et là, il y a de plus en plus de restaurants qui se lancent dans l'aventure de la livraison, il est rare qu'il y ait qu'on fasse marche arrière, en quelque sorte. Quand les gens considèrent que c'est un acquis, de la même façon, je ne sais pas, par exemple, que le droit de vote. Enfin, dès qu'on a un acquis, on ne va pas supprimer le droit de vote. Et ben, de la même façon, j'ai l'impression, effectivement, et je rejoins Akram, plus on va être nombreux à le faire et plus ça va devenir une norme et plus, en fait, ça va devenir notre réalité. Et comme le disait Jacques, effectivement, je pense que le restaurant, maintenant, c'est plus on a 50 couverts. Ça va être, on a 30 couverts d'une certaine façon, 10 de l'autre et 10 de l'autre d'une certaine façon. Donc là, par exemple, Fief va lancer, en attendant la réouverture potentielle, un service de livraison et une petite épicerie. L'épicerie, ça va être sur le mois peut-être le revenu de, je ne sais pas, ce que représenterait 10 clients. La livraison va représenter peut-être 10-15% de notre CA habituel. Et puis, le complément, enfin, ce sera le complément. Le reste, ce sera le restaurant. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une forte probabilité pour que ça devienne notre réalité.
néanmoins, il y a quand même aussi la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que en fait, les gens veulent cette expérience-là chez eux? Est-ce que finalement, le restaurant comme avant ne va pas trop leur manquer? Et c'est vrai qu'en discutant avec plusieurs de mes proches, j'ai l'impression quand même que la chose qu'ils attendent, bah, notamment, c'est le service en fait. Au-delà de la cuisine, c'est le fait de se faire servir, c'est l'ambiance, c'est le cadre. Donc, voilà, très honnêtement, je suis pas, j'ai pas la science infuse et je suis incapable de donner la bonne réponse. Et Victor, il y a une première question qui dit, est-ce que ça vaut la peine réellement tout ce que vous êtes en train de faire, de transformer son activité alors que c'est bientôt la fin? C'est-à-dire bientôt la fin, c'est-à-dire c'est bientôt la reprise. Bientôt la France, ça peut être Oui, c'est écrit comme ça, je me suis permis de corriger. Donc, est-ce que ça vaut la peine de transformer son activité alors que c'est bientôt la reprise d'activité? Je pense que déjà, on sait pas dans quelle mesure et sous quelle forme va être la reprise. Donc, je pense que c'est justement une période où il faut innover, il faut faire des expériences. Nous, on va expérimenter le libre prix parce que c'était vraiment une question c'était un questionnement que j'avais depuis des années. Est-ce que le libre prix peut fonctionner? Donc, clairement, oui, je pense que ça vaut le coup. On a un État quand même, qui nous soutient relativement bien quand on compare aux États-Unis. Donc, je pense il faut expérimenter des choses. Et puis, il y a forcément 2-3 personnes qui vont trouver des solutions, des bonnes solutions et qui seront peut-être adaptées par le reste de la profession. Donc, je pense il faut essayer en ce moment. C'est vraiment une période, quand on est au fond du trou, et on peut que remonter. Alors, question en direct ligne de ce qui vient d'être dit. Question à David. J'avais un restaurateur au téléphone avant-hier qui me dit j'ai passé un confinement heureux, j'ai transformé toute ma salle de restaurant en labo et on a fait 1500 plateaux à emporter par semaine. Autrement dit, lui, il dit je vais peut-être changer de modèle parce que il trouvait ça extraordinaire. Il disait qu'il avait passé 6 semaines, qu'il a commencé dès le mois de mars et que finalement, il se dit c'est peut-être ça le bon truc. Donc la question, c'est pour vous l'expérience au restaurant transposée à la maison. Compensera-t-elle la baisse d'activité liée aux nouvelles contraintes sanitaires? Et derrière cette question, c'est est-ce que ça vaut le coup économiquement et surtout humainement par rapport à sa vocation et son travail de chef? Bonjour. Bonjour. Moi, je pense qu'en fin de compte, il y a une chose, tout est super intéressant, mais je pense qu'à un moment, on a su faire J très rapidement à un moment donné. C'est-à-dire que moi, pour ma part, c'est vital aussi de réouvrir parce qu'on a quand même beaucoup de charges où il y a des choses quand même qui sont à payer et on ne peut pas tout décaler. Donc, le fait de réouvrir notre restaurant et de faire à manger comme ceci chez les gens ou à emporter ou autre, c'est aussi pour maintenant. C'est que j'ai besoin vitalement déjà de recuisiner, j'ai besoin de retrouver des sensations, j'ai besoin de refaire travailler les gens. On parle aussi de nos fournisseurs, on parle de nos amis, et on est aussi là pour les soutenir. Mais pour l'heure actuelle, avant de savoir si on va réouvrir et comment on va réouvrir, moi j'ai besoin d'être sur le terrain maintenant et surtout pouvoir payer tout ce qu'on a besoin de payer. Parce que tout ça, à un moment, ça va pas disparaître. Effectivement, je suis assez partagé. C'est un peu confus aussi pour moi parce que vous savez qu'on a décidé de réouvrir le restaurant pour faire ce qu'on fait maintenant. On a eu beaucoup de gens qui nous appellent, je pense comme Akram, où tous les clients nous appellent. Ils sont même sans commander, mais ils sont juste contents de savoir que nous sommes là. Ouais. On réouvre. Parce que je pense qu'en fin de compte, même la voisine qui est à côté, elle me dit oh, je suis heureuse. Vous réouvrez, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Et la vie reprend autour des restaurants. Maintenant, c'est super parce que les gens commandent beaucoup. Ils commandent parce qu'ils veulent se faire plaisir, parce qu'ils veulent aussi nous soutenir. Mais après, je me dis, mais est-ce que ça va durer en fin de compte? Parce que si demain, on me dit, le 15 juin, vous allez rouvrir les restaurants, est-ce qu'en fin de compte, les gens
qui étaient possiblement acheteurs en livraison, est-ce qu'ils vont préférer venir au restaurant? Ça, c'est une bonne question et en fin de compte, je n'ai pas la réponse. Mais je me dis, en fin de compte, voilà, monsieur X, il va arrêter de commander, il va juste aller au restaurant, même avec les normes, même avec un masque, même sans masque. Je pense qu'il a envie de retourner dans un restaurant parce que, comme disait Victor, il va lui manquer quelque chose, mais c'est surtout qu'il va manquer, je pense, il va surtout manquer une âme. C'est-à-dire qu'on a beau cuisiner avec tout l'amour qu'on le souhaite, avec les meilleurs produits à emporter, ou comme on le fait actuellement, mais je pense que l'âme est vraiment important. Et l'expérience d'Akram chez un de ses clients pour un déjeuner, pour moi, c'est exactement ça. C'est que, on va parler de convivialité, on va parler d'amour, mais il y a une âme qui est là, il y a quelque chose qui se passe en fin de compte. Et je pense que c'est ce qui peut manquer à un moment à travers cette livraison. En fin de compte, c'est que l'âme peut être vite coupée et on va se retrouver tout seul chez soi à manger. Malgré tout l'amour qu'on peut y émettre, il peut y avoir une petite différence. Donc, le monsieur, le restaurateur que vous avez eu qui faisait ses 1500 plats, il a tout fait. Il a fermé son restaurant pour fermer 1500 plats par semaine. Peut-être que dans 2 semaines, voire 3 semaines, ou peut-être un mois, peut-être qu'il n'y aura peut-être plus la demande parce que les gens, si les restaurants ouvrent, ils ont peut-être juste envie d'aller au restaurant. Donc moi, personnellement, je vis au jour le jour en ce moment. C'est-à-dire que on apprend sur le tas. J'ai l'impression de me retrouver 7 ans en arrière en train d'ouvrir le restaurant où on parle dans le flou total. C'est-à-dire que soit passer une commande le matin sur Internet pour la livraison, les quantités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais demain, je ne sais pas comment il sera fait parce que ça dépend les règles qu'on va nous donner et comment on pourra jouer. Voilà, c'est tout. Jacques, on ne vous entend pas. Jacques, on ne t'entend pas. Je disais, je vais juste proposer aux spectateurs qui sont là un sondage donc, qui va arriver sur votre écran et auquel je vous propose de répondre. Voilà, vous avez 3-4 minutes et pendant ces 3-4 minutes, on va poser des questions. Alors là, je vois qu'il y a des chefs qui posent des questions, des chefs qui lèvent la main, parce que je ne sais pas si tu as vu, Marc, mais on a Michel Trama qui vient de poser une question, mais on a plein d'autres questions aussi qui arrivent. Alors, avant de passer à nouveau aux questions des téléspectateurs, qui ne sont pas des téléspectateurs, qui sont des participants, je vous remets le tableau final des questions qu'on va vouloir vous poser maintenant, les chefs, les 3 réunis. Vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions, mais on va aller un peu plus dans le détail. Mais moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les 3 et puis on voit à comment lequel veut y répondre. C'est il y a l'expérience, ok. Donc il y a le prêt-à-manger, le prêt-à-cuire, le chef à domicile, il y a tout ce dont en click and collect, en delivery. Est-ce qu'à votre avis, tous les segments sont concernés, c'est-à-dire la gastronomie, la brasserie, la cuisine d'auteur, la cuisine bourgeoise, le pop? Est-ce que tout le monde relève de ce modèle-là? Est-ce qu'il y en a qui sont plus propices? Est-ce qu'il y en a pour qui ce sera plus difficile? Est-ce que vous avez trouvé des solutions dans la gastronomie? Vous êtes tous les 3 dans la gastronomie, dans la cuisine d'auteur, mais est-ce que vous pensez que vous avez tous les secteurs vont pouvoir se confronter à ça? Confronter, c'est-à-dire Alors, confronter, ouais, c'est-à-dire est-ce que tous les segments ont la même chance de réussite? En gros, est-ce qu'on arrivera à réaliser, à faire ressentir l'expérience à la maison, qu'on fasse en click and collect ou en delivery, de ce que nous aurions pu avoir en étant assis chez vous? Est-ce que c'est aussi facile pour tout le monde? Est-ce que vous avez développé des pratiques, des techniques, quelque chose qui fait que vous arrivez à dupliquer tout aussi bien en fonction du secteur sur lequel vous êtes? Je pense que la gastronomie s'adaptera beaucoup moins à la delivery que la cuisine, on va dire, de brasserie ou qu'on a décrit comme bistronomique. Pour la simple et bonne raison que la très haute cuisine, hein, attention, moi je viens de commencer, donc je suis un petit jeune, mais quand je sers un plat et j'ai un comptoir, il y a un instant T où on est sur la juste cuisson, sur la précision du geste. Et quand on rajoute 15 à 20 minutes, voire 30 minutes de livraison, on coupe ça.
Donc, la haute gastronomie, pour moi, n'est pas forcément très adaptée à la livraison. Je pense que la cuisine mijotée, qui supportera plus facilement des temps de réchauffe, sera beaucoup plus adaptée à ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, soit il faut être très, très intelligent si on veut faire de la haute cuisine livrée avec des sous-cuissons pour anticiper les temps de réchauffe. Oui, c'est ça, parce que il y a la livraison, mais il y a aussi le fait que les gens chez eux, ils n'ont pas forcément le matériel voulu Oui. et le savoir pour simplement remettre en température. Je vous donne un exemple. On s'est fait livrer il n'y a pas très longtemps, c'était un plat de canard. Sur la notice, il faut le mettre sous le grill. On n'avait pas de grill, on l'a mis au four. En réalité, c'était trop cuit, évidemment. Et ça arrivera très souvent. Il fallait m'appeler. Alors, c'est plus cher du coup. David, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire? Qu'est-ce que vous en pensez, David, de ce que vient de dire Victor? Sur la première partie, je suis d'accord et je trouve qu'il a bien rebondi. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que nous, on réfléchit à ça. C'est-à-dire que moi, quand je prépare un poisson ou une viande, c'est-à-dire que nous, sur les notices, on va dire, voilà, il faut juste le réchauffer 3 minutes au four. C'est-à-dire que tout est cuit. Tout est cuit. Et sur hausse, sur arête, tout est cuit. Et après, il y a juste ce moment de réchauffe. Comme si on pouvait l'avoir au restaurant. C'est-à-dire que nous, les viandes, par exemple, je vais prendre le canard. Le canard, on va le cuire sur l'os. Il va reposer sur l'os. Et en fin de compte, on fait exactement la même technique. Et après, il y a juste un papier qui va être écrit. Et il y a des remises en température qui sont pour les purées, pour les sauces, pour les garnitures. Effectivement, on ne peut pas être à l'instant T parfaitement. On peut s'y approcher, mais notre réflexion, je pense qu'on réfléchit aussi à ce qui va se passer chez le client. Donc, effectivement, on réfléchit différemment, mais moi, en tout cas, j'ai quand même beaucoup de plaisir à le faire. On fait chaque service, c'est vraiment super et ça nous fait du bien. Mais on réfléchit forcément différemment. Puis surtout qu'on a la chaîne du froid, enfin, la chaîne est froide, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on dresse est froid et tout a été redescendu en température. Donc, voilà, on pense différemment. Mais c'est vrai qu'il y a sur certaines petites choses très, très techniques ou sensibles, c'est compliqué. On ne pourra pas faire un soufflé au chocolat. Hein. Mais on pourra faire des belles tourtes ou des homards grillés. Ou là, en ce moment, on fait des légumes avec des bouillons. Les bouillons arrivent dans des sacs sous vide. Il y a juste à donner un coup de ciseau, à verser dessus. Tout est froid. Enfin, c'est aussi à nous de nous adapter à cette situation. Et vous donnez des conseils de dressage, par exemple? Oui. Plus sur la droite, mettez ça à droite ou enlevez les herbes, remettez-les après réchauffement et ainsi de suite. Enfin, oui, il y a une petite notice, mais c'est quand même très, très, très basique pour que ça reste très simple et d'une fluidité pure. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a beaucoup de retours aussi des gens qui nous envoient des photos, que ce soit sur notre boîte email ou même sur les réseaux sociaux, où est-ce que les gens sont aussi contents de prendre des photos de ce qu'ils font. Et c'est marrant, je n'en ai même pas parlé à Akram, mais pas plus tard qu'hier, on avait un couple qui s'est fait un dîner à 4 mains avec Akram et moi à la maison. Quoi. C'était. Enfin, j'ai trouvé ça formidable. Mais moi, il y a une internaute qui nous écrit, et je vous lis la question, enfin, qui n'est pas une question, qui est une remarque. Les gens n'ont jamais eu autant accès aux grandes cuisines et aux grands chefs via les réseaux sociaux, notamment dans cette période de confinement. N'est-ce pas aussi ce qui manquait à la gastronomie? Et ça, c'est une vraie question. Il y a des tas de gens qui n'iront jamais dans vos restaurants et finalement, c'est vous qui êtes entrés chez eux pendant cette période et finalement, ça a évidemment créé un lien qui n'existait pas avant à Kram. On est bien d'accord et je vais même te dire autre chose, c'est-à-dire que ça permet de voir que cette inaccessibilité qui peut-être était là, mais nous, on la connaît très bien parce que nous, dans la gastronomie, on est tous des confrères, on est une vraie famille, mais c'est vrai que l'image qui est souvent vue par l'extérieur, c'est pas celle-ci. Et là, le fait qu'on soit tous confinés, on soit pareil, je pense que dans notre domaine à nous, mais même aussi bien dans d'autres domaines, hein, je voyais toutes les stars américaines, les acteurs, on les voyait en pyjama et tout ça. En fait, on est tous, maintenant, on est tous pareils. Et moi, je crois que ça fait du bien, aussi bien par rapport à nos clients, par rapport à nous-mêmes aussi, quoi. Ils savent que bon, nous, on est cuisiniers, on cuisine, on met du cœur, on est là, mais pour rebondir à la question de tout à l'heure, je crois pertinemment, en fait,
moi, pour moi, hein, je ne sais pas après pour Victor et David, mais c'est un autre métier, la livraison. Donc, il faut, en fait, vraiment, je me suis vraiment posé avec en fait, des copains qui font de la livraison, justement. Je voulais comprendre le mécanisme. Et le premier jour, je suis allé livrer par moi-même pour comprendre, pour voir tout ce qui était facile, pas facile, mieux comprendre. Akram, La liaison n'est pas bonne. on t'entend pas très bien. Parce que souvent, Allô? Ah bon? Oui, c'est bon. C'est Vous voyez revenu. là? C'est bon. Ah, c'est bon. Donc, les livraisons, en fait, c'est complètement un autre métier. Et moi, j'avais besoin de comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois, que effectivement, quand ce qu'on fait au restaurant, ce n'est pas transportable. C'est exactement comme la pâtisserie de restauration et la pâtisserie. Boutique, ouais. Alors, il y a, Akram, on t'a perdu un petit peu. C'est la même chose. Allô? Oui. Ah, ouais, là, vous m'entendez? Voilà. Je disais la pâtisserie boutique, c'est différent que la pâtisserie de la restauration. C'est comment faire de la bonne pâtisserie transportable à la maison, que ça arrive, parce que bon, souvent, bah, les gens, tu sais, ils font le shopping, ils prennent leur pâtisserie, ils se promènent pendant 1 heure dans Paris, après ils rentrent chez eux. Donc, il faut que, voilà, tout ça, même avec mes amis pâtissiers, j'ai capté tout ce qu'ils m'ont dit pour après mieux comprendre et se dire, bah, finalement, voilà, il faut que on s'adapte à ce nouveau mode de consommation, en fait, à cette nouvelle transformation, je dirais, de la restauration, sans pour autant, je dirais, mal faire ce qu'on sait faire, hein. C'est encore une fois s'adapter par rapport effectivement aux cuissons. Moi, tu vois, par exemple, il y a des gens chez qui j'ai livré, elle avait comment dire, une cuisine avec un fourneau, elle savait même pas comment allumer le four. Elle passait sa vie dans les restaurants, vous voyez. Mais ça existe, donc du coup, bah oui, mais bon, quand on sait pas, bah, il faut expliquer, il faut être le plus simple possible. Micro-ondes. Bon, nous, bah, pareil, comme disait David, on fait il y a quelques produits qu'on met dans des sacs sous vide. Elle me dit, mais ça, je le réchauffe dans le sac sous vide ou je l'enlève. Ah, je dis, ah bah oui, c'est bien comme réflexion. Il faut que je le note qu'il faut que vous enleviez le sac. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Mais oui, mais tout ça, tu vois, pour toi, c'est évident, mais pour le client, c'est pas évident. Alors, du coup, je me dis que c'est super parce que du coup, tu notes tout, tu préviens le client, tu lui dis, après, une fois que ça roule, voilà, c'est très bien. Et puis, surtout, ce qui est très, très bien, parce que ce que nous avons fait, c'est-à-dire que quand il y a eu ces systèmes de livraison, moi, j'ai regardé Uber Eats, Deliveroo, enfin, on ne peut pas les citer, mais bon, c'est souvent des produits qu'on commande tout de suite et c'est livrable tout de suite. Bon, nous, c'est différent parce que la préparation nécessite du temps. Donc, ça veut dire que ce que je voulais surtout, c'était de rationaliser, que les commandes soient faites la veille et que tout part le lendemain matin à 11 heures. Voilà, à 11 heures, ça part dans des camions réfrigérés et c'est livré dans tout Paris. Pour moi, c'était important qu'il y ait cette continuité de la chaîne du froid pour garantir, nous, là où on va plus, parce qu'eux, ils ne sont pas obligés de le faire, et moi, je le fais parce que voilà, parce que pour moi, c'est hyper important de suivre toute cette démarche d'hygiène Ok. et de sécurité sanitaire. Voilà. Alors, les questions fusent. Je pensais à la discussion que j'avais eue avec Victor sur un QR code, des choses, parce que je sais qu'il est très actif sur l'expérience qu'on pourra vivre à domicile à partir de ces livraisons. Il y a deux questions là qui arrivent. Je les pose à vous tous les trois, mais pensez-vous que l'offre de kit avec un lien d'accès vidéo avec le chef qui le réalise en guise de mode d'emploi peut fonctionner? Mix entre le emporter et le chef à domicile. En fait, c'est pour débattre des différentes opportunités qu'on a à améliorer l'expérience, hein, ou voir une cuisine livrée avec majordome. Ce sont des questions qui…
sur les kits, sur la question des kits, à court terme, je ne visualise pas vraiment le succès en fait. Pour la simple et bonne raison, même si c'est très très bien fait, effectivement, avec un lien, une cuisine explicative, je pense que les gens ne veulent pas trop cuisiner pour l'instant en fait. Ils ont tellement cuisiné pendant le confinement. Je pense que l'envie de recuisiner va revenir d'ici quelques mois, mais en l'état, je pense que la seule attente des gens, c'est de retourner au restaurant. Donc, je ne crois pas vraiment au kit pour la simple et bonne raison qu'on vend quelque chose qui quand même appelle aux gens, enfin, qui demande aux gens de simplement cuisiner. Donc, je ne suis pas sûr de la réussite de ça. Je crois plus effectivement au petit temps de réchauffe, quelque chose de très rapide, de très succinct. Mais je ne crois pas au fait qu'on va se mettre, que la personne va se mettre 30 ou 40 minutes derrière son fourneau à suivre pas à pas les indications d'un chef, d'autant plus que l'activité professionnelle reprend et que là, effectivement, on voit par exemple le succès de l'émission de Cyril Lignac quand il cuisinait avec les gens. Mais ça, c'était parce qu'on était confinés. À partir du moment où l'activité professionnelle va reprendre pour beaucoup de gens, je pense que ce sera plus vraiment d'actualité et les gens vont à nouveau plus avoir le temps. Ça, c'est mon point de vue. Il y a des témoignages et des questions. Parmi les témoignages, il y a des conseils de dressage, tout l'intérêt du click and collect. Il est possible de gagner peut-être une autre clientèle qui ne serait pas forcément venue dans un restaurant gastronomique, avec des plats moins chers, un service moins guindé, famille avec enfants en bas âge. Finalement, le restaurant physique et les plats emportés peuvent coexister. Qu'est-ce que tu en penses, David? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardonnez-moi. Moi, je suis fort. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui part en disant bah, c'est super, j'ai eu un prix moins. Donc, en fin de compte, c'est des gens qui ne peuvent pas forcément venir au restaurant dans les temps normaux et qui prennent, qui se font plaisir. En fin de compte, j'ai l'impression que c'est aussi un plaisir, soit pour l'anniversaire, pour pouvoir se retrouver. Mais c'est vrai qu'on touche une nouvelle clientèle. Alors, il y a quelqu'un qui fait je ne sais pas si je l'ai bien compris, Marc. On ne lit pas les questions dans l'ordre. Hein, Oui, mais oui. il y a un sujet auquel je n'avais pas pensé, qui est étonnant. Et qui dit, je vous lis, hein, le Covid a éclaté cuisine et restaurant. La restauration étant l'ensemble des deux. La livraison ne met en valeur que la cuisine. Dans les prochaines semaines, le nombre de places va être limité, ce qui va être un problème pour les restaurants gastronomiques de petite surface. Ayant un restaurant avec une bonne surface, mais des jours de fermeture dans la semaine, trouveriez-vous aberrant de partager une cuisine et une salle avec un autre chef pour ramener les clients au restaurant, mais autrement dit, un lieu, mais deux chefs, dont deux cuisines à des moments différents dans la semaine? Vous comprenez ce qui… L'idée n'est pas Peut-être à saugrenue. l'échelon d'une petite ville, on peut imaginer, il y a deux restaurants qui sont à peu près de même gamme et finalement qui se réunissent pour remplir la salle. Ouais. Oui. Et Mais ça- c'est du. Moi, ça me semble quatre mains, compliqué. hein. Hein. Enfin, Alors, non, ouais, c'est compliqué, mais ça revient à une question qui est posée souvent et qui est dire c'est quand même plus facile à Paris que dans certaines petites ouais, villes. c'est là qu'il me faisait réagir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est écrit. Le chef à domicile est nettement plus approprié aux régions que la delivery l'est à Paris, par exemple. Pour la simple et bonne raison que si on est en Auvergne, on n'aura pas forcément de service de livraison. Il sera beaucoup plus facile de se déplacer chez les gens plutôt que mettre en place un service de livraison, puisque les distances sont un peu plus grandes. Ici, c'est vrai que voilà, je suis dans le 11e, j'ai beaucoup de gens qui en 5 minutes peuvent être en bas de chez moi. Donc, je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour les régions d'avoir des services à domicile, de chefs à domicile performants plutôt que des services de livraison performants. Alors, Ce ne sera pas vraiment le même système en fonction de Panama City et le reste. Enfin, des grandes villes, tout simplement.
Il y a une question, et en plus vous êtes tous considérés, vous vous intéressez tous au green et au durable, et on sait tous on doit s'intéresser à cette problématique de protection de la planète. Donc il y a deux questions qui se posent. Le delivery et le click and collect ne va-t-elle pas générer trop de pollution? Et donc il y a une autre question, mais qui est dans le même ordre d'idée. Qu'en est-il de la production des déchets engendrés par la vente à emporter et la livraison? N'est-ce pas un risque par rapport aux enjeux planétaires environnementaux? Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment vous avez réagi? On a vu un débat sur ceux qui utilisent du plastique, alors que le plastique protège du Covid, contrairement au carton. Alors, que faire entre les enjeux sociétaux et cette évolution sociétale qui est le besoin voilà. Que pensez-vous de ces questions autour des enjeux sociétaux? Oula, Alors, c'est une grande question, ça. Enfin, moi, en tout cas, on fait, je pense, tous ensemble, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts. De toute façon, déjà, en amont, avant, dans nos propres restaurants. Donc, je crois qu'il y a une continuité normale par rapport à justement l'environnement, d'essayer de travailler avec les producteurs les plus proches de chez soi. Et puis sur la livraison, nous aussi, on a maintenant, enfin, je parle encore une fois pour Paris. C'est vrai que souvent les livraisons se font à vélo, mais comme moi, par exemple, les camions, c'est des camions électriques, zéro carbone. Du coup, tout ça, effectivement. Et le fait de rationaliser aussi, c'est ce qu'on dit beaucoup à nos clients, ça permet aussi de leur faire prendre conscience qu'au lieu d'avoir 10 livraisons dans la journée, en fait, c'est un livreur qui part le matin et qui fait tout Paris. Donc, en fait, s'il doit livrer 3 ou 4 adresses dans le 15e, il livre les 3 4 adresses dans le 15e et ensuite il va dans le 16e, il redescend. Vous voyez? Donc, il fait un itinéraire. Donc, ça, pour moi, c'est enfin, je sais que nous, ça a été dès le départ des conditions qu'on a mis sur la table pour se dire, parce que nous, en fait, la marque Akram Home n'a pas été fait que pour là, c'est-à-dire que ça a été fait pour que ça dure. Ce que j'ai compris là, avec justement le confinement, c'est qu'on n'était pas préparé à ça. Alors que je crois que les deux peuvent cohabiter. J'espère que demain, nous pourrons tous avoir bon, ben, une activité qui sera sereine, que ça reviendra comme avant. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger le fait de faire la livraison parce que je pense que les gens se sont habitués à un mode de consommation qui est différent maintenant. Il y a des gens tout simplement qui, certains soirs, ont juste envie de rester chez eux à la maison, pas forcément cuisiner, mais peut-être recevoir ou se faire livrer des bons plats qu'ils ont juste à réchauffer et à manger ça avec leur famille et pas forcément à faire la popote. Donc, tout ça, c'est des questions. Effectivement, je me suis dit, le restaurant avec la livraison, moi, je crois que ça peut cohabiter. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais je crois que c'est un manque aussi bien vis-à-vis du consommateur parce que ça lui permet aussi de découvrir bah, notre cuisine au lieu de peut-être qu'effectivement on peut faire des tickets moyens beaucoup plus bas que si l'on consomme au restaurant. Ça permet d'élargir encore un peu plus, un peu plus sa clientèle. Et puis, il y a aussi il y a une réponse à ceux qui disent, évidemment, c'est plus facile dans une grande ville. Je pense qu'il y aura aussi un développement qui se fera hors grande ville, parce que justement, et Akram, tu viens de le dire, c'est que les gens qui n'allaient pas souvent au restaurant, parce que c'est à Oui. 20 km, parce qu'après, il faut rentrer, parce qu'on ne peut pas boire de vin alors qu'on aimerait bien accompagner un bon repas, et ben ces gens-là vont se dire ah mais finalement ça va peut-être exister à côté de chez moi, enfin à côté de chez moi à 20 km, et peut-être qu'ils iront plus souvent chercher un repas gastronomique dans un restaurant, le ramener chez eux et passer une bonne soirée entre amis. Moi, je pense Ouais. aussi que c'est quelque chose qui peut très bien se développer. Qu'est-ce que vous en Eh ben, pensez? il y a certains des confrères qui ont fait du drive et ça marche très très bien. Ah Ça ouais. marche très très bien. Et je crois qu'il faut aujourd'hui, en fait, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que je crois qu'on est amené à se réinventer, mais en même temps, c'est pas comme si on devenait mécanicien ou coiffeur. C'est-à-dire de faire la même chose, mais peut-être différemment, de changer un peu sa perception de voir les choses. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis agréablement surpris
de voir ô combien les clients sont demandeurs de ça. Et je suis très content parce qu'il y a beaucoup maintenant de chefs qui commencent à le faire. Je les encourage vraiment à le faire parce que il faut pas croire, hein, je veux dire, il faut pas être, faut pas se dire ouais c'est bon, youpi, ça va reprendre demain et puis tous nos restaurants vont être pleins. Moi je crois pas. Je suis pas. Pourtant je suis quelqu'un d'hyper optimiste, mais je crois qu'il faudra un an voire un an et demi pour que ça puisse reprendre, que ça soit normal, qu'on reprenne confiance et tout ça. Mais pendant ces un an et demi, faut tenir. Et comment tenir? Comment toujours exister? Comment faut prendre d'autres axes et se réinventer, s'adapter, être à l'écoute de ses clients et puis voilà. Une question de Marie-Loïc Darin, je salue la Bretagne au passage, et elle émet une petite question pratique. Avez-vous exploré des contenants pour pouvoir apporter une solution sur le maintien au chaud ou au froid, mais aussi pour assurer un joli dressage de vos plats après transport, le tout en étant éco-responsable? Ça aussi, c'est une question qui finalement ça va se poser si on étend la livraison largement. Ouais. Je sais pas, David, tu veux parler, non? David, il parle pas beaucoup là. David, il est David, peut-être un peu bloqué par J'ai la… l'impression, ça lag. David, il a ça pas va? entendu. Alors, Sur la question des contenants, est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur des contenants particuliers pour soit emporter, soit en livraison? Excusez-moi, ça coupe beaucoup. Nous, on travaille sur Je peux des te donner un contenant. fibres de sucre de canne. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ça coupe. Non, vous parlez des contenants, c'est ça? Oui. Nous, on travaille sur la fibre de sucre de canne. On essaye au maximum de faire attention. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes et que ça a du mal à suivre derrière. Donc, c'est un gros travail aussi de nos fournisseurs pour trouver le mieux et le plus responsable possible. Mais on s'y met, on fait très attention. On n'est pas 100%, mais on s'en approche. Voilà. Alors là, vous voyez un contenant. Alors ça, c'est un contenant qui a été fait. D'ailleurs, je vous donnerai l'adresse si vous voulez. Ça, c'est top. Ça se met au four. C'est 100% biodégradable. Voilà. Et ça aussi, c'est parti d'une réflexion pour aller jusqu'au bout de la livraison, justement. Qu'il y ait même des contenants qui vont au four. Donc, ça va jusqu'à 200 degrés. Comme ça, il n'y a plus besoin d'avoir le contenant, plus derrière, que le client puisse le mettre dans un plat, le réchauffer, le remettre dans une assiette. Du coup, on peut consommer directement à l'intérieur, si on veut, le mettre au four, au micro-ondes. Enfin bon, voilà. Moi, Donc je veux ça, bien. voilà. Donc ça, tout ça, moi, je crois que d'abord, tout ce qui est contenant et boîtes comme ça pour faire de la livraison, ça a explosé. Je crois qu'il va y avoir des innovations qui vont arriver. Ça va être vraiment génial. Bon, après, voilà, c'est à nous aussi de trouver ce qui est plus adapté à ce que l'on fait. Alors, Marc, il va être l'heure Merci. d'avancer et je crois qu'il faut leur proposer de conclure à nos invités. Oui, alors il faut réussir à conclure en faisant une synthèse de ce qu'on s'est dit et un peu votre vision. Allez, dans 6 mois. Dans 6 mois, il est comment votre restaurant? Allez, c'est la question pour tous les trois. J'ouvre le bal. Oui. Allez, ouvre le bal. Déjà, on espère tous qu'il sera debout encore. Hein, qu'il y aura des gens qui sont dedans, qui sera rentable. Bon, la rentabilité, je pense que clairement, je rejoins Akram, il va falloir faire une croix dessus avant un petit bout de temps. Ça va être la survie. On va rentrer en mode survivaliste. Hein. Il va falloir effectivement trouver des solutions, expérimenter. Moi, je suis toujours un gros défenseur de au moins on a essayé. Et je suis aussi un fervent combattant du on a toujours fait comme ça. Donc, il va falloir innover. Évidemment, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise situation, si je puis me permettre, parce qu'il y aura des décisions qui seront prises et elles seront très spécifiques à chacun en fonction de nos établissements, de nos concepts. Ce qui va marcher chez l'un ne va pas forcément fonctionner chez l'autre. Donc, il va falloir effectivement rester très humble
effectivement, je rejoins ce que disait David Toutain. C'est pas parce que on fait 1500 repas pendant le Covid que ça fonctionne, que ça fonctionnera peut-être d'ici un mois. Donc, voilà. À l'heure actuelle, effectivement, il va falloir s'adapter. Le delivery est une solution, mais on reste quand même, je trouve, très tributaire du matériel des gens, de leur cooking skills, comme on dirait. Et effectivement, je rejoins aussi Michel Trama. Il va manquer l'âme, l'humain, qui a tant manqué à tout le monde, en fait. Il n'y a pas eu beaucoup d'humains pendant le confinement. Et pour moi, un restaurant, c'est du lien social, c'est de l'humain. Et voilà, la seule chose qu'on peut nous souhaiter, c'est que on revienne à une certaine normalité, mais notre normalité va être modifiée évidemment dans les prochains mois. Voilà. Merci. Merci Victor. David, le restaurant dans 6 mois, il ressemble à quoi? Il est loin, c'est loin. Eh oui, On aura le droit de réouvrir ou pas? oui, bien sûr. Déjà, On va dire le 15 juin. Allez, le 15 juin, le restaurant est ouvert. c'est la Comment première. il est le 15 décembre? Moi, je parle, comme je vous dis tout à l'heure, je vis au jour le jour en ce moment. Je pense que ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va nous instaurer, les règles qu'on va nous donner un petit peu au-dessus. Donc, j'attends ça avec impatience. Et puis, le restaurant, on va se réinventer. Vous savez, on n'a pas parlé d'une chose qui est très, très importante. En France, même Paris, c'est le tourisme. Le tourisme va beaucoup, 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 beaucoup manquer. Enfin, pour moi, en tout cas, il va beaucoup manquer. Et donc, je pense que je vais sûrement retravailler différemment. C'est-à-dire qu'on a toujours proposé des menus uniques. Je pense que je vais revoir mon offre. Je pense que je vais sûrement proposer une carte. C'est des choses que, en fin de compte, ma façon de penser, je dois toucher une nouvelle clientèle qui n'est jamais venue au restaurant, que ce soit une question de budget ou une question d'offre qui n'était pas adaptée à celle-ci. Donc, je pense que je vais retravailler un petit peu différemment. Et puis, il y aura toujours, parce on a quand même un grand restaurant par la taille. Je pense qu'effectivement, ce côté de vente à emporter pourra toujours exister d'ici 6 mois. Merci David. Le restaurant dans 6 mois? Le restaurant dans 6 mois, ça va être la méga fête. Non, mais il faut être optimiste dans sa tête. La vraie guerre aujourd'hui qu'il faut avoir, c'est une guerre psychologique. Après, moi, je pense que moi, je pense qu'il faut être vraiment, le mot solidarité prend tout son sens aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'il faut être tous solidaires entre tous. Enfin, moi, voilà, si je peux aider, chacun dans notre métier pour essayer d'avancer, parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Il y en a qui disent est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Enfin bon. Donc voilà, on est là, on essaye justement d'être au maximum solidaire. Je crois qu'il faut arriver à se dire que dans 6 mois, nos restaurants, c'est sûr, n'auront plus la même. Enfin, je parle de la capitale de Paris, mais aussi bien de la France, parce que quand même en France, il y a 92 millions de touristes par an. Donc, comment on va faire? Donc, on ne sait pas. Et cet inconnu, je pense qu'il faut le voir avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humilité, et essayer de s'adapter, essayer de s'en sortir, essayer de trouver d'autres retranchements pour voir comment faire tourner son activité en tant qu'entrepreneur et j'ai toujours en tant que père de famille, parce qu'on a une équipe derrière et tout ça. Et je dis encore une fois, il faut qu'au maximum, on puisse, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on a des salariés, c'est de maintenir leur activité. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve, c'est à moi, je dis toujours, la réussite est collective, mais la défaite est orpheline. Donc, il faut essayer de trouver, quand on est entrepreneur, il faut essayer de trouver des solutions pour tout le monde. Moi, je ne pense pas à moi, je pense aux gars qui travaillent avec moi, et de leur assurer une longévité de travail par la suite, quoi. Parce qu'il y a l'effet, quand on va se réveiller, ça va être très douloureux. Toutes les entreprises voilà, je vous raconte pas. Enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est les économistes, c'est tout le monde qui en parle. Donc, on va devoir, comme disait David, revoir ses offres, revoir ses prix, certainement.
encore une fois avec beaucoup d'humilité, essayer de travailler. Ça n'enlèvera pas ce qu'on sait faire, ça n'enlèvera pas notre âme de cuisinier. Par contre, on va peut-être se réorienter vers des choses peut-être un peu plus différentes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Akram. On a l'habitude de ne pas parler après la conclusion des chefs, mais là, vous avez parlé de solidarité. Et je vais quand même dire un mot auquel je suis très sensible. Vous avez parlé de solidarité. Les chefs ont fait preuve d'une solidarité, pas tous les trois, mais tous les chefs de France ont fait preuve d'une solidarité en permanence avec l'apparition du Covid. Et avec Marc, nous avons suivi ça et nous avons nous-mêmes participé, Goemio. Mais en parlant de cette solidarité, je pense qu'il il y a une première vague du Covid. Et quand on parle de deuxième vague, je pense que la deuxième vague, ça va être une vague sociale, une vague de détresse sociale. Et quand vous parlez de solidarité, je vous félicite, vous êtes des jeunes chefs et vous en avez pris conscience et vous protégez vos emplois. Et on se tient tous par la main. Donc, merci d'être venus, merci d'avoir discuté, merci de votre solidarité. Et nous, on continue avec le Goemio. À défendre ce métier, cette profession et cet art de vivre à la française. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bye.